Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de bonne humeur et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec le 18e sommet de la francophonie qui a eu lieu à Djerba les 19 et 20 novembre. Pour le bien-être, et oui, elle est là, Nadia Abès, phytoaromathérapeute et écrivaine, nous parlera de son livre « Le parfum naturel, un sacré bienfaiteur ». Pour la culture, nous avons l'honneur d'accueillir la princesse du Carnoun, la grande artiste Hend Zouari. Et dans l'instant coaching, eh bien, Sourour Pivion, directrice générale à la Maison des enfants Montessori du Pré-Saint-Gervais, nous parlera de la méthode Montessori. Bonjour mesdames, comment vous allez ? Très bien, merci. Très bien, très bien. Oh là là, j'ai un beau plateau de femmes extraordinaires, chacune avec leur talent. Eh bien, mesdames, on va commencer cette émission toute en couleur par les good news. Alors, nous allons en direction de Djerba en Tunisie pour le 18e sommet de la francophonie qui a réuni plus de 89 délégations, 30 dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président du Niger Mohamed Bazoum, le président rwandais Paul Kagame, le président de la République du Congo Ali Bongo Ondimba et tant d'autres encore. On n'oublie pas la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Et voilà, et donc lors du discours d'ouverture de ce 18e sommet de la francophonie, eh bien, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, a exprimé sa fierté d'être parvenu à organiser ce sommet important malgré toutes les difficultés du pays. On regarde ensemble le reportage. Bonjour RTV, avec RTV sur le village tunisien. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, mais ce qui m'importe, c'est que on soit conscient de la responsabilité qui est la nôtre. Cherda, on est dans le pavillon tunisien. C'est blanc, il rassemble à la dôme, il rassemble à l'architecture traditionnelle djerbienne. Donc c'est le concept principal de ce pavillon. Donc il se compose de 5 modules. Donc principalement c'est la connectivité, se connecter à la culture, à l'histoire. Dans le module patrimoine, on trouve plusieurs casques, tablettes et la miroir interactive, donc à travers lesquels on essaye de promouvoir la culture et le patrimoine tunisien, que ce soit matériel ou immatériel. Donc à travers la miroir magique produite par le TIC DCE, on essaye de... En fait, l'idée c'était de mettre en valeur les costumes traditionnels tunisiens,
Et c'est à travers la collaboration avec Netinfo, des artistes 3D ont modélisé des costumes, que ce soit de la haute bourgeoisie du 19e siècle à la Médina du Tunis ou des costumes djerbiennes. Donc l'idée c'est de permettre aux gens d'essayer et de prendre des photos avec ces costumes. Donc le Kinect permet aux gens de prendre, voilà, de s'habiller à ces costumes. Et oui, nous remercions nos envoyés spéciaux de Djerba pour RTV. C'est beau la francophonie, hein? Ça vous parle, mesdames, hein? Ah oui, oui. Souror, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle réussite, effectivement, avec tous les, comment dirais-je, les barrages et les conflits qui ont eu lieu déjà l'année dernière, qu'ils ont même suscité l'annulation. Donc c'est un bon dépassement, un bon dépassement. Et vous? La francophonie, ça vous parle? Ah oui, ça me parle beaucoup en tant que franco-tunisienne déjà. Et je suis contente que ça a été représenté et bien représenté cette année à Djerba. Bravo, Ouais, bravo, comme ça devait l'être. Nadia, je sais qu'elle aime beaucoup la langue française. Et d'ailleurs, voilà, je vous ai fait honneur. J'ai écrit un petit texte sur la francophonie ce matin. J'ai été inspirée. Poèmes et écrits du monde entier. La francophonie est le mariage des mots et des sons qui vont de Baudelaire à Victor Hugo ou encore d'Albert Camus à Saint-Augustin. Apprendre à s'émerveiller et à jouer avec les mots de la langue française pour toucher le cœur et l'âme de tout être humain qui s'arrêterait ne serait-ce qu'un instant pour comprendre à quel point les mots sont puissants. Les valeurs liberté, égalité, fraternité ont toute leur place lorsque la langue française est utilisée avec beaucoup de bienveillance et de diplomatie. Elle englobe différentes cultures et religions, et si la francophonie est au centre des négociations pour les droits humains, alors il est temps que cette ère nouvelle soit celle de l'amour inconditionnel et du respect mutuel. Et voilà, j'ai été bien inspirée, hein? Vraiment. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors après ces good news sur la francophonie à Djerba, eh bien nous passons au bien-être avec notre invitée Nadia Abès, phyto-aromathérapeute, écrivaine, qui vient nous parler de son livre « Le parfum naturel, un sacré bienfaiteur ». Alors Nadia, bonjour Nadia. Bonjour Nida. Alors aujourd'hui vous venez avec votre livre, votre bébé, « Le parfum naturel, un sacré bienfaiteur ». Vous pouvez nous en parler justement? En fait, c'est un livre qui est un petit peu l'aboutissement, puis après aussi la suite d'autres choses, mais qui est l'aboutissement d'une réflexion qui date d'au moins une quinzaine d'années. Ouais. Parce que je me suis toujours intéressée en fait aux senteurs, aux parfums, aux plantes. J'ai une formation aussi d'herboriste, donc j'adore aussi faire de la botanique et tout ça. Et c'est vrai que les senteurs, les odeurs, je veux dire, elles sont porteuses de quelque chose. De messages. Oui, de messages et plus encore. Ouais. Et voilà, donc j'ai étudié les senteurs, je les ai expérimentés aussi, donc je suis compositrice aussi de parfums, mais j'aide d'autres personnes dans des ateliers à créer leurs propres parfums de manière ludique, voilà, jouer avec les senteurs et tout ça. Et puis les senteurs, c'est des notes aussi, c'est des couleurs. C'est vrai. Et pour moi, c'est amener de la beauté dans le monde en fait. Combien de temps pour faire ce livre-là, justement Alors, le livre en lui-même, moi je suis un peu lente à l'écriture. Il a mis des années? Parce que c'est des années de... En fait, ça a commencé par le fait que j'ai commencé à faire une monographie des plantes. C'est-à-dire j'ai pris des plantes à parfum, des plantes à senteur. Je les ai étudiées d'un point de vue aussi extérieur, historique et tout ça. Et puis après, sous forme d'huile essentielle, d'absolu, enfin de senteurs comme ça. Oui. Et en fait, je les ai étudiées aussi intérieurement, c'est-à-dire pour savoir où elles touchaient l'être.
Si c'était au niveau de la pensée, pour éclaircir la pensée, pour mieux se concentrer. Si c'était au niveau du cœur. D'accord. Donc en fait, la symbolique de chaque parfum pour chaque, on va dire, organe ou partie du corps ou même de l'âme, la subtilité aussi, les corps subtils. Là, on est vraiment dedans. On parle du parfum de l'âme. C'est ça. Hein, je rappelle quand même que le parfum, au départ, parce qu'en fait j'ai envie de ramener justement le parfum, non pas comme un unique séducteur, oui, bien sûr. Pour la séduction, parce que pour cacher les mauvaises odeurs aussi, il faut le dire. Voilà, mais le parfum, c'est plus que ça, parce que depuis des milliers, 10 milliers d'années, il y a 8000 ans encore avec les Égyptiens, en fait, le parfum, c'était comme c'est une richesse aussi, non? C'était pas une richesse, le parfum? Oui, c'était aussi, c'était aussi une richesse. Mais c'était en fait une interface pour faire appel aux dieux, pour que les dieux nous écoutent, pour se relier au monde spirituel, en fait. Autant égyptien. Égyptien dans toutes les civilisations. En fait, toutes les civilisations. Aussi bien en Asie qu'en Amérique, qu'en Europe. Au départ, le parfum, c'était ça. Hein, c'était vraiment pour se relier à la divinité que l'on convoitait, en fait. Voilà, on se drapait dans du parfum pour aller à la guerre. Voilà, donc le parfum, il a pour moi une valeur sacrée, en fait. C'est vrai qu'on utilise beaucoup en Orient le parfum, le oud, le musc, même quand on veut méditer, pour se permettre de déconnecter le mental, eh bien, le fait d'avoir ces senteurs-là nous met vraiment dans un état parfois même de transe. Oui, ça peut. Et c'est très fort, hein? Oui, même dans le christianisme, hein, l'encens dans les églises, dans les cathédrales. Et tout ça, c'est toujours fait pour ça, sauf qu'on a oublié en fait complètement cette valeur parfumée en fait. On l'a complètement oublié, mais dans tous les endroits où on va sacré, les lieux sacrés, il y a toujours de l'encens, du nard, de la myrrhe, de l'Himalaya. Voilà, une merveille. Et donc, c'était pour améliorer la prière, l'intériorisation. Donc là maintenant, on peut retrouver le divin, après on l'appelle comme on veut, à l'intérieur de soi. Donc ça peut aider à aller profondément en soi, et puis se relier à soi-même en fait, ou à l'être spirituel qu'on est en tant qu'esprit, quoi. Et donc le parfum, pour moi, c'est ça. Ça symbolise beaucoup de choses. Le sacré, le sacré, l'amour, les émotions, exactement, l'amour, les idéaux, parce que chaque parfum a quelque chose. Chaque senteur a quelque chose qui est relié à un idéal ou à une vertu. Donc c'est profondément éthique en fait. C'est profondément moral, mais dans le bon sens du terme, hein, pas d'être moral, tu vois, mais quelque chose de profond. Et je pense que moi je sais que dans les ateliers là où je fais découvrir des parfums, et les gens créent leur senteur et ils repartent avec leur parfum à eux. D'accord. Ils partent d'une intention. Intention de s'améliorer, de se transcender, même pour les plus courageux, ou d'améliorer leur relation, ou voilà, une intention, et de cette intention va jaillir un parfum. Donc toujours en premier lieu, avant de créer son parfum, c'est important d'avoir cette intention-là. Il faut avoir un but. Un but, exactement. Voilà, un but. C'est-à-dire avec sa pensée, former un but. Par exemple, ça peut être, moi j'en ai ras-le-bol des relations qui ne vont pas, de conflits et tout ça, ou d'une relation toxique, et je veux m'améliorer, ça commence par soi. Je veux m'améliorer, je veux me transcender. Qu'est-ce que je dois travailler le plus pour arriver à offrir plus de liberté à l'autre, par exemple, un espace de liberté, ou par exemple, dépasser ma jalousie, ou ma possessivité. Donc voilà. Après, des intentions, il y a plein de choses. Exactement, il y a là, beaucoup je parle des intentions, beaucoup des femmes, hein, qui portent ça. Quand même un peu négativement l'aspect possessif et l'aspect, cet aspect aussi amour, mais pas toujours bien. D'où l'importance du détachement. Exactement. Par exemple, ce parfum-là, il va m'aider à me détacher, à trouver un espace de liberté où va jaillir quelque chose de nouveau. C'est ça. Que je ne m'y attends même pas. Alors, le livre, il y a plusieurs parties dans ce livre, hein, on peut le montrer, voilà. Donc vous pouvez regarder, hein, le parfum naturel, un sacré bienfaiteur. Donc je vois une belle illustration de votre photo. Hein. C'est une amie.
C'est une amie, Malika Messaoudi, qui a mis en beauté le livre, qui a fait la maquette en fait. Et c'est vrai qu'on voit énormément. Donc, voilà. Il y a beaucoup de photos. Beaucoup de photos. 90% des photos sont les miennes. Oui. Parce que oui. J'ai un énorme herbier photographique, donc je m'en suis servie en fait. C'est magnifique, c'est très très beau et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intentions. L'intention concrète, l'ouverture. On parlait de détachement, je tombe sur le détachement. Oh, synchronicité. Les vertus, l'idéal, le courage, sincérité, les ingrédients d'un parfum. C'est extraordinaire parce qu'en fait, vous donnez envie à ces femmes et ces hommes. Je suis sûre qu'il y a des hommes aussi dans ces ateliers. Absolument. Regardez comment c'est beau. Moi, j'aime beaucoup la nature. En fait, ça part de très grand. En fait, ça part justement de l'intention, de pourquoi j'en suis arrivée là, de quelque chose de l'ordre de l'esprit, on va dire. Et après, ça fait comme un goulot, comme ça. Et après, je descends jusque dans la mise en pratique. Système entonnoir. Complète, système entonnoir. Donc, je pars de quelque chose de grand pour remplir le cœur, en fait. C'est ça, de grand, de beau, je veux dire, s'attacher à la beauté, s'attacher à l'amour, à la liberté, à des grands idéaux. Et puis après, ça descend dans un entonnoir. Il y a toute une partie aussi sur l'histoire du parfum dans différentes civilisations. Et puis ensuite, on descend, qu'est-ce que c'est le parfum exactement? Comment on peut le définir? On va vraiment dedans. D'un point de vue scientifique. Historique, scientifique. Alors, d'un point de vue scientifique, purement, c'est-à-dire les odeurs, elles vont où dans le cerveau? Clairement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles vont toucher? Et ça, c'est prouvé. Et puis aussi, c'est son point de vue. Moi, j'aime bien plusieurs points de vue. Le point de vue alchimique. Le point de vue alchimique, c'est-à-dire c'est des matières qu'on met ensemble. Métaphysique. Pour créer un cinquième élément. Ah oui, exactement. Le cinquième élément. On va loin là. Voilà. Et puis aussi l'aspect spirituel, le point de vue spirituel. Qui aborde beaucoup plus le parfum comme le parfum de l'âme, qu'est-ce que c'est, le parfum de l'amour et tout ça. Et puis aussi on sait par exemple que dans le christianisme par exemple, les saints, les grands saints, ils avaient un parfum particulier. Et au moment de leur mort, ce parfum a exhalé et c'est le parfum de leur moralité en fait, de la beauté de leur âme qui s'exprime. Alors c'est souvent le lys bien sûr, qui représente l'innocence, la rose, l'amour, etc. Le nard de l'Himalaya, je sais pour Jésus, je crois, si je ne me trompe pas, le nard de l'Himalaya. C'est très, très puissant, utilisé avec de l'encens. C'est une petite recette. Quelques gouttes de nard de l'Himalaya avec l'huile essentielle d'encens dans une cuillère à café de miel. Et on met dans un verre on rajoute du lait. Et si vous avez une baignoire, bien sûr, à Paris, il y en a qui ont des baignoires. Et vous mettez ça dans l'eau du bain. Et une petite bougie, une musique de relaxation. Et quel bonheur! D'ailleurs, j'ai un chapitre, parce que j'ai développé la rose et le nard, justement. C'est très beau. Donc j'ai développé la rose, donc il y a plusieurs pages, justement, qui reprend un peu toutes les connaissances sur la rose et puis aussi ce qu'elles font intérieurement. Et le nard aussi, le symbolisme, et quelles actions elles ont sur nous. Et puis le nard aussi, parce que le nard, on s'en sert aussi pour accompagner les mourants. C'est ça, exactement, oui, exactement. Alors Nadia, vous êtes venue aussi avec des cartes, des très belles cartes, qui accompagnent le livre. Ou pas, voilà, ce sont des cartes comme ça, comme un petit tarot de parfumé. Donc il y en a 46 et on les retrouve évidemment dans le livre. Dans le livre, il y a une monographie de 70 plantes à parfum. D'accord. Et là, j'en ai choisi 46 pour faire un jeu. C'est très très beau. C'est vraiment pour faire un jeu, donc pareil avec des photos, parce que moi j'aime bien allier la beauté, l'art, avec la connaissance. Et avec la magie, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, là, par exemple, la rose, par exemple. Voilà, la rose. Donc, la rose de Damas. Donc, on a le nom de la fleur, on a le nom latin, et il y a deux petits mots-clés. Par exemple, si on la tire, il y a deux petits mots-clés, comme là, l'amour et l'alchimie pour la rose. Avec beaucoup de messages. Et on le retrouve, évidemment, développé dedans, dans le livre. C'est très beau en tout cas, nous a fait Nadia. Où est-ce qu'on trouve votre livre? Alors on le trouve, c'est un livre qui a été édité, c'est une auto-édition. C'était un choix, parce que je voulais choisir la couverture, la mise en page, je voulais être maître de tout jusqu'au bout. C'est bien, en tout cas, c'est une très belle couverture. Et donc du coup, et puis on retrouve, ça c'est aussi le dessin de mon amie Malika Messaoudi, qui est une grande artiste.
et qui m'a proposé ce petit dessin, qui est plein de symboles aussi, hein, parce que bien sûr. l'amphore, c'est le signe du Verseau. Ah ben. Hein Exactement, l'air du Verseau. Le signe du Verseau, ouais. Et donc, voilà, donc là, après, on peut se le procurer. Donc j'ai un site internet, donc on peut aller sur le site internet déjà pour le consulter un peu, et puis... Alors, c'est Nadia Abbès Alors, le site internet, c'est éthique et création. Éthique et création. D'accord. Et on peut aussi, justement, me contacter directement par mail aussi. Ou sur les réseaux, on vous trouve. Oui, on me trouve sur Facebook aussi, Nadia Abbès. Mais merci Nadia, hein, vraiment, de nous avoir fait rêver à travers ces senteurs. Et bien, on va continuer le rêve. Aujourd'hui, dans l'émission, merci Nadia, à vous. Dans l'émission Tout en couleur, eh bien, on va rêver, on va vous faire rêver. Et là, nous allons passer à la culture avec la grande Hind Zouari, la princesse du Kanoun. Hind Zouari, merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'émission Tout en couleur sur RTV. C'est un bonheur d'avoir des femmes comme vous, inspirantes et inspirées, qui à la fois allient la beauté, la grâce et la culture et des messages tellement profonds. Avant justement de vous laisser interpréter, mais je suis sûre, on a tous envie d'entendre ce magnifique instrument. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'est le Kanoun, son histoire, d'où ça vient. Alors, moi, je suis donc Hind Zouari, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Cet instrument, comme vous voyez, il s'appelle le Kanoun, donc avec Ra. Oui, mais ça, c'est mon accent normand. Kanoun. Donc, c'est un instrument à cordes pincées. On le joue avec 2 bagues et 2 plectres. Le nom de cet instrument, il est apparu pour la première fois dans les contes des Mille et une nuits au IXe siècle. Et c'est un instrument que j'ai appris depuis que j'étais toute petite, parce que mon père, il jouait le Kanoun, et quand il répétait avec l'orchestre, il mettait le Kanoun sur la table à la fin de la répétition. Et moi, j'étais toute petite, je grimpais sur la table et je jouais. Après, petit à petit, donc j'ai pris des cours au conservatoire. Et après mon bac, j'ai étudié à l'Institut supérieur de musique à Sfax en Tunisie, dont j'étais lauréate. Et j'ai pu avoir une bourse de l'État qui m'a permis de venir en France. Donc, et à partir de ça, donc, j'ai étudié à la Sorbonne. J'ai eu mon doctorat en musicologie à la Sorbonne. Et j'ai sorti en parallèle, donc j'ai travaillé sur plusieurs projets de musique avec des grands, tels que Souad Massi, Lena Chamamian, André Manoukian. Et aussi, j'ai sorti 2 albums. Donc, le premier, il s'appelle L'Envol. Et le deuxième que j'ai ramené aujourd'hui, il s'appelle Bledi. Bledi. Voilà. Pourquoi le premier Envol? Pourquoi ce titre? L'Envol, parce que c'était mon premier album, hein, donc j'étais jeune et pour moi c'est un envol. Déjà le fait d'arriver en France, je l'ai vécu comme un envol parce que la France quand même c'est une terre très riche, multiculturelle, terre d'accueil. J'ai rencontré plein de musiciens de différentes cultures. J'ai étudié dans les plus grandes universités dans le monde. Donc pour moi, la France, l'arrivée déjà en France, c'est un envol pour moi. Et après, quand le premier CD il est venu, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'appeler L'Envol. C'était une fierté. Ah, merci. Oui. C'était difficile, votre arrivée en France en tant que musicienne, ou au contraire, vous avez été vraiment accueillie avec beaucoup de bienveillance? Franchement, c'était bien. Moi, je l'ai bien vécu. Parce qu'en fait, en tant que femme artiste, vous savez, c'est pas très évident dans nos sociétés. Parce que toujours la priorité, tu te maries, tu t'occupes des enfants. Femme artiste, ça passe vraiment en dernier, quoi. Donc en France, mon arrivée en France, ça m'a permis de se battre pour faire connaître mon art, en fait. Parce qu'il y a très peu de femmes qui font le Kanoun. Très peu, hein. En professionnel, on va dire. En professionnel, exactement. Oui, je ne parle pas d'amateur, mais en professionnel, il y a très peu de femmes. Très peu de femmes, oui.
très peu. Oui, et c'est vrai. Moi, j'avais une personne de ma famille, paix à son âme, qui c'était le mari de ma tante, qui jouait dans l'orchestre national de Sfax, Monsieur Dridi, le Canoun. Oui. Voilà. C'était voilà, de ma famille et tout, et on le voyait à la télévision et tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je voyais cet instrument-là. Mais je suis très contente parce que voilà, on a plus d'explications sur le canon, sur l'histoire de cet instrument. Et c'est vrai que vous êtes, donc, vous nous avez dit, un docteur en musicologie à la Sorbonne en plus. Hein, c'est vrai que c'est une grande école. Et je pense que vous inspirez aussi d'autres personnes, d'autres femmes peut-être. Dans la musique, vous voulez dire? Dans la musique. Oui, bien évidemment, bien sûr. Ouais. Tous les profs qui nous ont enseigné, que ce soit des femmes ou des hommes, les femmes aussi, Amina Srarfi par exemple, Sonia Mbarak, masha'Allah, l'ancienne ministre de la Culture, c'est vraiment une sommité, masha'Allah. Il y a plusieurs femmes quand même en Tunisie qui excellent en musique. Hein, ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Il y a énormément de femmes justement qui prônent la culture, parce que la culture, c'est un langage. Oui. La culture, je suis toujours, et je dirais toujours ça, je suis partisane de me dire qu'on peut apporter la paix dans notre monde grâce à la culture. C'est une ouverture absolue. C'est une ouverture. Et même si on n'a pas le même langage, lorsqu'on vibre, quand on entend de la musique, c'est le plus beau des langages. Et si on mettait de la musique avec des grands haut-parleurs sur notre humanité, on pourrait peut-être, je l'espère, faire cesser tous ces conflits. Tellement c'est beau. Oui. C'est vrai, hein? C'est vrai. La musique, c'est des vibrations. Eh oui. Et la musique, ça transmet une énergie et ça transmet un message. À travers la musique, on peut transmettre la paix, l'amour, la tolérance, l'ouverture vers l'autre. Les vibrations, ça va directement vers les gens. Et c'est un lien de communication. Ça veut dire tout le monde reçoit la même vibration. Et c'est ça qui nous réunit à un instant T pour partager ce moment et ce voyage. Et ça, c'est la magie de la musique. C'est ça, en fait, on l'utilise même beaucoup, hein, la musique, la musicothérapie, hein, dans les personnes, par exemple, avec les personnes âgées qui ont des maladies comme Parkinson, Alzheimer, avec les enfants aussi autistes, les enfants TDAH, les enfants... Pour la maternité aussi, pour la préparation de voilà. la maternité, il y a tout ce qui est psychophonie. Il y a Marie-Jaël qui a travaillé, une femme extraordinaire, qui s'est spécialisée justement dans la préparation, tout ce qui est souffle. Oui. Moi, je me rappelle, pendant mon accouchement, je chantais, parce que quand tu chantes, tu souffles. J'imagine. Ah ouais. Ça libère. Voilà, ça m'a aidé. Voilà. C'est vibratoire. J'ai 2 enfants et voilà, ça aide. Ben oui, ça aide, exactement. J'imagine, la maternité, elle devait être contente. Oui, c'est très... Une grande artiste, voilà, qui fait un concert lors de son accouchement. Il y a le chant prénatal, hein, il y a des spécialistes dans ce domaine. Oui, exactement. Mais moi, je hurlais quand j'accouchais. C'est pas que j'ai ma prof de chant, justement, qui a, elle a eu 4 enfants, mais elle chantait. En plus, elle a accouché dans la baignoire. C'est vraiment tout ce qui est très naturel. Et moi, je lui dis, mais comment tu as... Mais si, son péridural et tout, hein, extraordinaire. C'est la force du souffle. C'est le domaine de la psychophonie, en fait. C'est très vibratoire. On a la peau, qui est déjà comme un tambourin. Nous avons les os, les muscles. En fait, nous sommes le premier instrument de musique, déjà, naturellement. C'est extraordinaire. Hein. Et que représente, mais je me doute un peu, la musique pour vous? Donc, vous avez parlé de communication. La musique, c'est tout dans ma vie, parce que j'ai fait ça depuis que j'étais toute petite. Ça fait partie de mon corps, de ma vie. Les vibrations, ça me permet de vivre, en fait, de respirer, de communiquer. La musique, c'est très, très important. C'est très important pour moi. Voilà. Et je pense aussi pour les gens, parce que pour véhiculer un message de paix, par exemple, on peut imaginer une telle musique, ça apaise les âmes et hop, ça signe un pacte de paix, par exemple. Bien sûr, mais on va loin, mais c'est une réalité. Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Nadia, et les fleurs, les plantes qui parlent à l'âme, les parfums qui permettent... Et je
pense réellement que toutes ces senteurs, la musique, peuvent débloquer l'humain et parler à l'âme. Oui. C'est ça le plus Ouais, important. ce sont des messages universels, en C'est fait. ça. C'est bon, on parlait de la francophonie, c'est une très belle langue, Oui. mais la musique et la beauté, tout ça, l'art, Oui. c'est une langue universelle. Oui. On se retrouve tous Dedans. dedans oui. quand on a un minimum de sensibilité et qu'on a gardé toute notre humanité, en tous les cas. Oui, voilà, exactement. Mais je pense que nous naissons à la base tous des êtres lumineux. Après, c'est la vie, nos expériences de vie, nos échecs, enfin échecs. Nos choix aussi. Préfère, oui, nos choix exacts, nos expériences Ouais, de c'est vie, hein, qui font celle ou celui qu'on devient. Mais c'est important justement d'être dans cette ouverture et de parler, de donner ces messages, voilà, de transmission, que ce soit avec les auteurs. En réalité, il faut vivre ce qu'on fait. Oui, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Et d'ailleurs, la musique, tu vois, on parle de notes et tout, mais le parfum, c'est des notes aussi. Oui, Tu vois, et on peut associer le parfum à la musique. bien sûr. Et Parce que ça, c'est beau. c'est comme la couleur de la musique, C'est ou le ça. parfum de la musique. Ouais. C'est ça. Donc, on parle de musique sacrée, le parfum c'est sacré, il y a des ponts, des points en commun. Donc, C'est vrai, Hand, vous parlez de musique sacrée, on vous a vu justement beaucoup dans les manifestations de soufisme. Oui, Ça vous parle le soufisme? oui, j'aime bien cette culture soufie, j'aime bien la musique soufie, parce que c'est une musique en fait qui te transporte au-delà. Oui. C'est une musique, quand tu la vis, tu vibres. Moi, j'étais récemment invitée d'honneur au festival de musique de la culture soufie à Fès, au Maroc. Wow. Ouais. Et c'était une très belle expérience. Il y avait 200 artistes de plusieurs pays. Il y avait En fait, le soufisme, il a parlé à toutes les civilisations, parce qu'il y avait toutes les Ouais, civilisations. c'est ça, Il était exactement. présent. Et j'ai joué avec des musiciens indiens, turcs, du Maroc, du monde arabe. Et c'est pour revenir que la musique, elle est vraiment sans frontières. Ouais. Ça parle à tout le monde, ça réunit tout le monde. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est beau. Qui vous a inspiré le plus? En musique, Ouais. alors bien sûr, j'ai commencé avec mon père quand j'étais toute petite. Après, moi, j'aime beaucoup Göksel Baktagir, les joueurs de Kanoun. Ouais. J'aime beaucoup Aytaç aussi. Je les ai écoutés quand j'étais étudiante. Et sinon, en musique en général, au-delà du Kanoun, j'aime bien toutes sortes de musique. Du moment où c'est vibratoire, ça Ouais. me touche, j'aime bien. Voilà. C'est ça, exactement. Tant Ouais. que c'est transcendantal. Ouais. Alors, on va vous laisser nous transcender tout. Là. Transcender tout ce qui nous regarde aussi. Merci.
Oh là là, c'est magnifique, vraiment C'est magnifique. drôle parce qu'on entend de la guitare, de la harpe, on entend plein de sons. Et c'est très insolite en fait. Hein. J'aime bien parce que ça fait un peu... Mais j'ai eu des vibrations partout dans le corps. Mais j'ai l'impression d'être sur un autre monde. Tellement c'est puissant. Et puis le petit côté flamenco là, c'est tellement beau. Merci. Mais nous n'avons pas fini notre émission tout en couleur. On va passer d'ailleurs maintenant à notre invitée Sourour Pivion pour l'instant coaching, donc directrice générale à la Maison des enfants Montessori du Pré-Saint-Gervais. Et de Montreuil, on n'oublie pas. Alors, vous pouvez nous parler brièvement justement de votre parcours professionnel qui vous a amené à devenir directrice générale d'une école Montessori, de 2 écoles Montessori. Oui, et il y en avait même 4. Bon, je vais déjà commencer par moi. Donc, je suis franco-tunisienne, je suis native du Kef, dans une zone rurale de Perché, en fait, sur une petite montagne en Tunisie. Et je suis venue en France en 87. Alors, je pouvais être destinée à faire plutôt du sport, même à l'échelle professionnelle. Et l'idée, c'était en fait, j'ai beaucoup vécu en pleine nature, très proche de la terre, de tout ce qui est sensoriel. Et je me posais la question à l'âge adulte, à 20 ans pile poil. Donc je me disais, mais il y a certainement autre chose, une autre manière en tout cas pour accompagner les humains, en l'occurrence les enfants. Ouais. Et donc je suis venue en France en 87 et j'ai intégré une école qui s'appelle l'IFPP, Institut de formation pédagogique et psychosociologique. Et c'était pour vraiment voir les fondamentaux, en tout cas de comprendre ce que c'est un humain, l'enfant, etc. Ouais. C'est bien beau de... j'ai découvert plusieurs pédagogies, Freinet, Steiner, De Crowley. Et quand j'ai vu le matériel, comment ça fonctionne, avant tout, d'abord, Montessori, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. C'est ça, exactement. On peut faire les grandes études, on peut faire beaucoup de chemins universitaires, académiques, mais ce n'est pas ça qui fait que. Oui. Hein, donc, un éducateur, d'ailleurs éducateur Montessori, moi je peux dire que je suis diplômée en Montessori, je vais revenir là-dessus sur mon parcours. Donc j'ai fait l'IFPP, j'ai eu le diplôme international d'enseignante, malheureusement qui n'existe plus. C'était trop onéreux pour soutenir et maintenir cette école, et donc voilà, ça a pris une autre voie aussi dans l'enseignement, mais pas celle-là. Et après, j'ai enseigné en France pendant quelques années et j'ai fait beaucoup de boulot très différents, la restauration, etc., pour avoir les moyens d'aller vous former. Oui, c'est ça. Et donc, me payer l'école je suis partie à la source. J'ai commencé une formation en France. Franchement, ça ne résonnait pas, c'est le cas de le dire, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Quelque chose. Ouais. Et je voulais aller vérifier si c'est ça vraiment, si c'est autre chose, est-ce que c'est un contexte, un environnement. Tout à l'heure, on parlait de l'intelligence, on est nés tous naturellement intelligents, mais après, ça dépend de l'environnement dans lequel on vit et qu'on fréquente, que ce soit animal, humain, végétal, etc. Et donc, je suis partie à la maison mère à Perugia, en Italie, en 93. Et voilà, nous étions 45 étudiants, mais vraiment du monde entier. Quand on parle de la pédagogie Montessori, on dit c'est à une échelle internationale. Je l'ai vécu. Et justement, ça ouvre différents raisons et horizons. Et donc, après, je suis revenue en France et depuis, depuis mon retour, j'ai accompagné une quarantaine d'écoles à l'échelle internationale. J'ai fait plusieurs audits. Et depuis maintenant 15 ans, j'ai créé mon centre de formation qui s'appelle Prima Scola, qui est un centre qui circule partout, qu'on voyage sans frontières. Et j'ai créé la première école dans le 9-3. Ah oui, on dit bien. Hein. Le 9-3, dans le 93. Et c'était en 1999.
C'était à Romainville, dans une zone mais complètement zup. Il y a tous les Z majuscules, gras et soulignés, mais vraiment. Mais vraiment, je voulais vérifier à chaque fois. J'ai besoin de ça, de comprendre, de vérifier. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pourront faire des choses que moi je ne peux pas, et inversement. Et du coup, c'était dans la cité Yuri Gagarine, rue Lénine. Alors je ne vous raconte pas, hein, donc il y a tout. Ah bah oui. Donc c'est rouge partout. Et après, 2 ans plus tard, j'ai ouvert la 2e école au Pré-Saint-Gervais, qui existe toujours, et heureusement, sur place Séverine. Et plus tard, donc nous sommes concentrés, en fait je me suis concentrée avec l'équipe qui m'entoure qui est extraordinaire. Il y en a d'autres aussi qui ont créé leur propre projet et c'est très bien justement par rapport à... il y a une certaine autonomie qui est présente, il n'y a pas d'attachement. Comme les séparations, il n'y a pas... il y a des excellentes séparations pour moi que j'estime, c'est l'ouverture à autre chose. Bien sûr. Et, oui. Et du coup, après, nous sommes concentrés à Montreuil, dans le haut de Montreuil, et c'est la première école Montessori à Montreuil, et cela en 2005, et aujourd'hui qui est devenu notre siège. Et depuis l'année dernière, nous avons créé l'école primaire. Oui, ben, félicitations. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la méthode Montessori, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, Montessori, la méthode Montessori, en tout cas la philosophie Montessori, elle porte le nom du premier médecin femme italienne. Il faut finir la phrase parce que tout le monde y pense que c'est la première médecin femme. Non, c'est juste en Italie. Donc, qui est née à Chiaravalle. À Chiaravalle, qui est une région qui est en Italie, d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est un centre de recherche, auquel j'ai beaucoup participé, je participe toujours. Et donc, elle a travaillé, c'était le premier médecin femme qui a pu être appelé par le ministère parce qu'en fait, les hommes ne pouvaient pas s'occuper d'enfants à l'époque, pour différentes raisons, etc. Donc, elle a créé, elle était appelée et elle a pu accompagner avec une assistante, quand je parle des études, etc., une assistante qui avait tout ce qu'il fallait, et peut-être pas le côté académique, mais elle avait une force humaine et un cœur hyper ouvert, disponible, etc. Donc elle a travaillé pour accompagner des enfants qui venaient du quartier San Lorenzo. San Lorenzo, c'était Yuri Gagarine chez nous, mais vraiment, hein, tout était délabré. D'ailleurs, elle existe toujours, hein, la bâtisse pour voir. C'est San Lorenzo, c'est dans un quartier très défavorisé, défavorable les conditions, malheureusement, et qui ont donné justement la force et l'accès à cette pédagogue, Maria Montessori. C'est à Rome, dans un quartier à Rome. Pour aider les enfants. Pour aider les enfants, elle a accompagné les enfants. Et en fait, en observant les enfants, qu'elle a pu créer le matériel. Et elle a dit, pour rendre comment on peut dire, la dignité aux enfants, en fait, c'était comme ils étaient complètement abandonnés, en fait. Il y avait les parents dans des conditions très, très précaires. Et du coup, elle a commencé par le matériel, comme elle est du monde scientifique, donc elle est médecin, donc elle avait déjà un socle très clair. Mais après, elle a développé, elle a dit, en fait, c'est pas que. Elle a travaillé sur tout ce qui est vie pratique. La vie pratique, en fait, c'est tous les exercices, toutes les possibilités qu'on peut offrir à l'enfant, ne serait-ce qu'on a un secteur, peut-être c'est un mot technique, un domaine qui s'appelle la grâce et courtoisie. Prendre la grâce et courtoisie, c'est faire des petites scénettes du quotidien. Pas plus tard qu'hier, je le faisais à l'école de Montreuil, la maison des enfants à Montreuil. Et justement, il y a des enfants qui peuvent être un petit peu plus craintifs, il y a d'autres qui sont plus... chacun dans son monde particulier, propre à lui, tant mieux. Et du coup, nous avons les exercices, par exemple, de prendre soin de sa personne. Ça, c'est très important. Génial. Génial. En fait, c'est les exercices du quotidien. Comment on peut... Nous avons des plateaux avec de la vraie vaisselle cassable, lavable, transportable et qui se nettoie. Et avec des jolis objets, des crèmes naturelles, justement, pour comment se laver les mains. On n'a pas attendu le Covid avec l'école Montessori pour se laver les mains.
Oui, ils se lavent les mains tous les jours. Donc, ils vont chercher par la sécurité l'eau froide. Après, nous, on va leur rajouter de l'eau chaude. On va tiédir. Et des enfants au collège, ils ne savent pas ce que c'est de dire tiédir. C'est juste parce qu'on ne lui a pas offert ça. Si tous les jours, ils pouvaient se laver les mains, mettre une crème neutre, se faire du bien. Ouais. On a une bassine, une enfant qui avait très, très froid aux pieds là récemment. Et ben, on a mis un nouvel exercice que Maria Montessori l'a pas fait. Maria Montessori, de toute façon, elle a honneur et chapeau bas. Moi, je la salue à chaque fois que je croise ou que je pense à elle. Je lui dis vraiment, elle a dédié sa vie à l'humanité et à l'enfant. Je dis, on a mis une petite bassine avec du sel d'Himalaya pour que l'enfant puisse... ses pieds. Et c'était extraordinaire. Et en fait, ça n'existait pas comme exercice. Mais c'est à nous. C'est à nous de prendre la relève. Il y a des choses qui sont extraordinaires. On a prendre soin de son environnement végétal. La société, elle vit, et heureusement que je ne fais pas partie de toute façon, je fais partie de la minorité, et tant mieux. Pour le changement, de toute façon, il faut être tenace pour le faire, et ce n'est pas ça qui me manque, heureusement. Mais les enfants, ils ont des plantes à l'école. Ils prennent soin de la plante. C'est du vivant qui communique avec un vivant. Je veux dire, la plante, elle est là. Il y a beaucoup de choses. Le respect, par exemple, moi j'ai co-travaillé avec toute une équipe pour développer, on parle de l'éducation, mais la première chose, c'est d'abord comment manger. Ouais. On a pour les femmes qui choisissent d'allaiter, donc il y a le lait maternel. Après, respect à chaque différent choix, mais on ne peut pas bouffer. Moi, je dis avoir un cerveau McDonald's, excusez-moi le mot, peut-être il faut le couper. Il y en a beaucoup, des cerveaux. Oui, et après, faire une pédagogie, faire une pédagogie Montessori, ça ne coopère pas. C'est juste pas possible. Ça se tient pas, quoi. C'est juste... Et par contre, on a développé nos cantines pour la planète avec une extraordinaire dame, Elisabeth Laville, et plusieurs autres personnes, amies, militants aussi, et on mange bio 100%. Oui, c'est possible. On a développé le réseau Nos Cantines pour la planète. Mais oui, avant d'aller chercher le matériel, justement, se faire un petit bain de pied, celle d'Himalaya et tout ce scénario magnifique, extraordinaire, eh ben oui, on peut le faire. Ouais. Et savoir ce qu'on a dans l'assiette, le cheminement, en fait, le parcours. Il y a une racine, il y a une graine, il y a tout ça, comment prendre, comment arroser. Quand on parle de l'importance de l'eau, on n'a pas besoin de dire « oui, mais tu sais, il y a des pays chauds, ils crèvent de soif ». Non, c'est pas je pense pas que le message ne passera pas comme ça. Ouais. En fait, il passera avec la réalité, le quotidien. C'est revenir aux fondamentaux. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui. Parce que la philosophie, la vôtre, j'ai une petite question. Oui, bien sûr. La philosophie Montessori, je la connais un peu parce que j'ai un petit peu... Voilà, c'est intéressant. Et votre philosophie à vous, c'est par rapport aux enfants. En une phrase, ça serait quoi? La liberté dans un cadre organisé. Voilà. Ça, c'est beau. Ouais. Parce que sinon, ça peut tourner très vite, la pédagogie Montessori à l'anarchie. Oui, et par rapport, moi, je dis des fois, il faut arrêter de lire et faire des traductions personnelles, parce que Maria Montessori, quand elle évoque le libre choix, en fait, on choisit, tiens, nous avons des cartes, vous allez mettre vos cartes, où nous avons ces 3 feuilles, où le CD envole le bled, et bah, tu choisis entre les deux, par rapport à ce qui te parle. On ne peut pas aller dans une bibliothèque, quand on rentre déjà, les supermarchés, ils le font très bien, ils vous mettent plein les yeux. Oui, c'est vrai. Et après, on va choisir comment on va commencer. C'est quoi en fait le critère de choix? En fait, quand il y a un cadre là-dedans, justement le cadre maison des enfants, donc c'est là-dedans qu'on choisit. Mais de toute façon, je pense que les enfants ont besoin d'un cadre pour se sentir complètement, en sécurité. Bien sûr. Moi, j'estime que je dis, s'il n'y a pas ça, c'est l'abandon. Absolument. Oui, c'est ça. Il faut du cadre, mais tout en étant dans la bienveillance avec l'enfant. Puis une souplesse, c'est ça. Complètement. Qu'il soit différent. Et écouter. Voilà, beaucoup d'écouter. Et des fois, aller à l'essentiel avec l'enfant. Trop d'infos tue l'info. Oui, c'est vrai. Exactement. Des fois, ça fume là, dans la tête des enfants. Ils ne supportent pas l'enfant. Trop d'informations. Ils n'ont pas un cerveau fait comme le nôtre. Mais pas du tout. Il est en croissance. Il n'a pas la maturité. Quand on lui donne trop d'infos, il ne sait plus.
Ouais, c'est vrai. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce monde avec quand ils ont des portables à la main, par exemple, tout petits. Là, Ah oui. Ouais. Bah, nous, par exemple, on fait des rencontres avec les familles, on parle, on fait des séminaires par an pour justement la nourriture, les écrans, tout. Ouais. Vous parlez tout, beaucoup. Là. Ah oui, énormément. Et Sorour Pivion, je sais qu'au printemps 2023, vous avez une conférence à Tunis avec la maison mère d'Italie, c'est ça? Oui. Alors, quand je suis allée en Italie, en fait, j'ai rencontré plusieurs extraordinaires personnes. Signorina Paolini, qui avait 92 ans. C'était extraordinaire, elle était imprégnée. Elle faisait que... Enfin, sa vie, c'était Montessori. Pareil. C'était la relève de Maria Montessori. Et j'ai rencontré le directeur, l'assistant à la direction, et le binôme, c'est Luciano Masetti. Extraordinaire. Une personne, mais une encyclopédie ambulante. Il avait toutes les informations. Il a vécu en plus de ça. Et puis il est chercheur. Ah, ça, c'est un point qui est extraordinaire, universitaire. Donc il est vraiment très proche. Il a enseigné à Milan, à Rome, partout. Et donc, et moi je suis très proche et je fais partie de 2 comités scientifiques sur la recherche du matériel Montessori. Quand on parle Maria, ok, paix à ton âme, c'est génial. Personne extraordinaire. Mais il y a d'autres personnes. Bien sûr, derrière, qui prennent la relève. Justement, j'ai fait partie, on a fait justement à Chiaravalle, à la ville natale, et où il y a encore la maison où elle est née, où il y a tout le matériel d'origine et la recherche. J'ai, comment dirais-je, créé un congrès et travaillé avec d'autres personnes sur Montessori et personnes qui ont l'Alzheimer. Et pour personnes âgées. Bravo. Et donc on a accompagné de plusieurs EHPAD, de maisons de retraite ici. Et là, effectivement, on continue. On a travaillé ça avec le professeur Cameron Camp, Véronique Durand, des personnes, Jérôme, des neurologues, mais vraiment des personnes de pointure extraordinaire. Et puis, ils sont dans la science, ils sont dans la recherche et dans l'humain. Il n'y a pas que les deux, il n'y a pas une étanchéité. Hein. L'humain, l'équilibre. Absolument. Ils sont vraiment très très proches et puis c'est des gens de terrain. Moi, ce qui m'intéresse, le terrain. Si c'est pour raconter des romans, et si c'est pas palpable, c'est bon. C'est sûr. Et oui, effectivement, excuse-moi, je vais... donc, d'abord, on a créé une structure Montessori qui était à Tunis. Et on a vécu des moments extraordinaires. Et on l'a fermée avec le Covid. Et franchement, c'est très bien. Il fallait choisir entre France, Tunisie. Je vis ici, je vis à l'international et mon pied-à-terre, c'est la France. Donc on l'a fermée, mais on va ouvrir une autre cette année, courant cette année, ou plus tard en septembre, au KEF. Ah, super. En hommage au KEF. Ouf. Ça vous touche, hein? C'est magnifique. C'est vraiment bravo, c'est un très beau parcours et on sent, hein, vous nous faites pleurer là, il ne faut pas qu'on pleure. Hein? Non. Et donc voilà, c'est revenir à la source, pardon, mais c'est normal, hein, pas de souci. Et justement, pour rendre honneur et hommage à tout ce travail, donc j'organise une conférence ce printemps sur Tunis, parce que c'est l'axe, en fait, c'est le carrefour. Et on aura du monde de partout. Donc il y aura Luciano Masetti, Lucio Lombardi, l'ancien président de la Fondation Maria Montessori, et puis certainement d'autres personnes, il y aura d'autres surprises. Et puis beaucoup de personnes et de compétences locales. Tunisienne aussi, il y a une force qui est extraordinaire, mais malheureusement qui n'est pas exploitée, ou en tout cas qui n'est pas mise en lumière, justement, comme ce que vous faites ici lors de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci Sorour Pivion. Vous touchez toutes ces femmes, nous touchent. Et merci en tout cas pour votre travail. Merci. Chacune dans votre domaine à transmettre des valeurs. Et nos valeurs, c'est ça, c'est le rassemblement. Merci en tout cas, mesdames, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission Tout en couleurs. Bienveillance, amour, respect, tolérance et valeurs humaines.
était au rendez-vous. Merci. Merci à toi. Merci. Et je vous dis à très bientôt à tous. Au revoir.